Comment les membres de l'UNSCOP ne seraient-ils pas ébranlés? D'autant que l'odyssée de ces réfugiés refoulés, transportés de port en port, dure tout l'été. Ils sont finalement débarqués de force en septembre en Allemagne. Le représentant guatémaltèque à l'UNSCOP, Jorge García Granados, note dans ses mémoires que ce fut là une des décisions les plus cyniques et les plus stupides jamais prises par un gouvernement civilisé. De l'épisode de l'Exodus, on a fait un livre, puis un film à grand spectacle, qui ont aussi peu de rapport avec l'histoire réelle que les 10 commandements, le grand pimplum de Cécile B. 2000. Qui, dans ces conditions, peut entendre l'argumentation des Palestiniens? Pour eux, il ne s'agit nullement de l'accueil de réfugiés. Durant toute la Seconde Guerre mondiale, la Terre sainte a servi d'asile à des dizaines de milliers de personnes, fuyant qui la guerre, qui la répression. Mais là, les réfugiés prétendent retourner dans leur pays, s'y substituer à la population locale. Les organisations arabes ayant boycotté l'UNSCOP, les délégués n'entendent pratiquement qu'un seul son de cloche. Et son timbre, notamment dans les camps de personnes déplacées en Europe, résonne particulièrement grave. L'ombre du génocide flotte sur les pays de l'Est. On croit même qu'il peut reprendre à tout moment. Le conseiller pour les affaires juives de l'armée américaine à Munich explique aux membres de la commission: « Si nous nous retirions demain, il y aurait des pogroms le jour suivant. L'antisémitisme est en expansion. Les Allemands détestent les personnes déplacées. » Un réfugié grec raconte comment il a été déporté à Auschwitz, comment sa femme et son fils de 1 an ont été brûlés dans un four crématoire. Son seul rêve, poursuit-il, est d'aller s'installer en Palestine. Ces réfugiés sont parqués à quelques kilomètres, parfois à l'intérieur même des usines de mort dont ils ont réchappé, comme le camp de Hein, en zone d'occupation britannique, proche du camp de Bergen-Belsen, où les troupes britanniques ont trouvé 10 000 cadavres entre les baraquements. On les avait laissés mourir de faim. Un facteur contribue à emporter la décision des membres de la commission. C'est ce que je nommerais la vision coloniale. En Palestine, les différents observateurs occidentaux qui se succèdent dans les années 1940 mettent tous en lumière la différence de développement entre juifs et arabes. Frank Heidelot participe en 1946 à une commission anglo-américaine. J'ai quitté Washington assez fortement antisioniste. Mais quand vous voyez de visu ce que ces Juifs ont fait de la Palestine, c'est le plus grand effort créatif dans le monde moderne. Les Arabes n'ont rien fait d'équivalent et détruiraient tout ce que les Juifs ont fait. Nous ne devons pas les laisser faire. Le représentant du Guatemala à l'UNSCOP, dans ses mémoires, raconte que, à côté du XXe siècle, nous avons vu des vestiges du XVe siècle, porteurs d'eau arabes, courbés en deux, sous des outres remplies d'eau, qui marchent en traînant les pieds, frappant 2 tasses en fer blanc pour attirer l'attention sur leurs marchandises. Et de temps à autre, un âne marchant lentement dans la rue, suivi d'un arabe, qui le frappait avec un bâton, pendant que des voitures, klaxonnant impatiemment, faisaient la queue derrière lui. D'un côté, la civilisation, symbolisée par la voiture, de l'autre, le monde sauvage et ses ânes.
Acceptons un instant ce raisonnement. En Algérie, les plantations des colons français étaient bien mieux entretenues que celles des paysans arabes. Fallait-il alors refuser l'indépendance de l'Algérie? Personne ne conteste qu'en Afrique du Sud, du temps de l'apartheid, les quartiers blancs étaient propres, bien entretenus, riants, alors que les ghettos noirs étaient sales, dangereux et repoussants. Fallait-il alors que la minorité blanche garde le pouvoir? En 1947, personne ne se demande si l'arriération des colonisés n'est pas le résultat de la colonisation. À l'époque, le grand mouvement de décolonisation s'amorce à peine et ce que l'on appelle la communauté internationale, celle qui fait la diplomatie et forge les concepts pour analyser le monde, est dominée par quelques pays occidentaux. L'UNSCOP remet donc ses conclusions. Elles sont sans surprise. Si l'accord est unanime pour mettre fin au mandat britannique sur la Palestine, la Commission est divisée quant aux autres recommandations. La majorité préconise de partager la Palestine en 2 États, l'un juif, l'autre arabe, avec une union économique entre les deux, la région de Jérusalem et des lieux saints passant sous tutelle internationale. Une minorité préconise un État fédéral indépendant avec 2 entités, l'une arabe, l'autre juive. Des négociations se poursuivent pour définir les contours des 2 États. Finalement, le plan est soumis à l'Assemblée générale des Nations unies le 29 novembre 1947. L'État juif devrait occuper 55% de la Palestine, avec 500 000 juifs et 400 000 arabes. L'État arabe, avec 700 000 arabes et quelques milliers de juifs, le reste. La zone de Jérusalem comptera 200 000 personnes, pour une moitié juifs, pour une autre moitié arabes. Pour passer, ce texte doit recueillir les 2/3 des voix de l'Assemblée générale des Nations unies. Jusqu'à la dernière minute, le résultat est incertain. Les États-Unis multiplient les pressions sur les États hésitants. La Grèce se voit menacée d'être privée de l'aide américaine en cas de rejet, au moment même où le gouvernement affronte une insurrection communiste. Mais Athènes votera quand même contre. Au Libéria, Washington laisse entendre qu'il pourrait subir un embargo sur le caoutchouc. Freetown capitule. La France elle-même, qui s'est abstenue lors des votes préliminaires, fait l'objet de conseils de l'ami américain et se rallie au plan de la majorité. Finalement, l'Assemblée générale des Nations unies recommande le partage par 33 voix contre 13 et 10 abstentions. À l'époque, le nombre des membres des Nations unies, pour l'essentiel des pays européens et latino-américains, est réduit comparé aux près de 200 membres de 2007. Quel qu'eût été le vote des Nations unies, l'État d'Israël aurait été créé. Il existait en fait virtuellement dès la fin des années 30. Pourtant, la décision de l'ONU est importante car elle donne une légitimité au projet sioniste. Elle fixe aussi le principe de toute solution en Palestine. 2 peuples, 2 États. En 1988, quand ils proclameront la naissance de leur État, les Palestiniens feront référence à cette résolution 181 du 29 novembre 1947.